Attends que ça. Oui, j'attends. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver en ce 24 janvier 2023 pour le premier 5 à 7 de cette année. On est ravis de vous retrouver, on est ravis de vous revoir et on espère que vous allez tous bien, que vous avez bien commencé cette nouvelle année et que vous allez pouvoir tout au long de 2023 nous suivre dans les différents événements, qu'ils soient en présentiel ou en virtuel. Aujourd'hui, une vidéoconférence intitulée Cybersécurité et Supply Chain, tour d'horizon. Pour cela, nous avons 3 orateurs, plus un modérateur. Le modérateur, je ne vais pas tarder à lui donner la parole dans les minutes qui suivent. Je tiens déjà à remercier nos sponsors, nos membres, nos collaborateurs, collaboratrices, ainsi que tous les partenaires avec lesquels nous avançons sur tous les projets que nous vous proposons. Je tiens également à remercier Rémi Tso, c'est lui qui a mis en place l'événement d'aujourd'hui. J'aimerais qu'il puisse nous rejoindre. Je vous demande de bien vouloir éteindre vos caméras pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de bien vouloir couper également vos micros. Je rappelle que vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez pendant la présentation de chacun des orateurs en utilisant le chat et que vos questions après sont reprises par Rémi après chaque intervention. Rémi, je te passe la parole et j'aurai le plaisir de vous retrouver au terme de l'événement. À tout à l'heure et bonne écoute à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et tous et meilleurs vœux à ceux que j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de rencontrer en ce début d'année. On a encore quelques jours pour vous les adresser. Voilà, j'aimerais vous présenter nos intervenants de cette soirée. D'abord, Michel Jacquard. Michel est avocat, docteur en droit formé à l'Uni de Lausanne avec un master de Columbia dans le comté, ou je ne sais plus où est le comté de New York, et d'ailleurs même inscrit au barreau toujours aux États-Unis, en plus de la Suisse. Il est fondateur de IDEST Avocat, spécialisé dans le merge and acquisition, l'innovation, les technologies, la protection des données et la cyber. Il nous parlera des bases légales du supply chain et des moyens qu'offrent les contrats d'adresser ce sujet. Ensuite, nous passerons la parole à Henri Henny, qui dispose d'un master en mathématiques et informatique, également titulaire d'un MBA. Il est fondateur et consultant d'Abilène Advisor, expert dans la gouvernance et gestion des risques. Il conseille et forme les organisations sur les différentes normes, notamment ISO, et ceci dans le monde entier. Lui nous parlera des enjeux de cette fameuse supply chain dans la gouvernance d'entreprise. Et Patrick Servet, titulaire d'un master de l'EPFL en micro-engineering, lui était expert en sécurité. Il a longtemps travaillé pour Kudelski. Il est actuellement responsable de la sécurité de tous les périphériques commercialisés dans le monde par Logitech. Il nous parlera des étapes concrètes de mise en œuvre pour sécuriser sa supply chain et il donnera quelques exemples d'attaques ou de vulnérabilités qu'il aura pu identifier. Voilà, pour être parfaitement trendy, j'ai encore demandé à ChatGPT sa définition de la supply chain. Alors, je vous la lis. La supply chain en matière de sécurité et de la protection des données désigne l'ensemble des acteurs et des processus impliqués dans la production, la distribution et l'utilisation d'un produit ou d'un service numérique. Cela comprend les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les distributeurs, les revendeurs ou les utilisateurs finaux. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement est importante car une vulnérabilité ou une attaque à un maillon de la chaîne peut avoir des répercussions sur l'ensemble de cette chaîne, y compris pour les utilisateurs finaux. Il est donc important de s'assurer que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement ont des politiques et des pratiques de sécurité appropriées en place. Donc voyons donc si cette intelligence artificielle a raison et je passe la parole à Maître Michel Jacquard. Merci Michel. Merci Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Très volontiers pour essayer de revenir sur les faillibilités humaines après cette définition assez impressionnante. Il me semble que ChatGPT, là encore, marque des points. Moi, je vais utiliser bonne vieille présentation PowerPoint pour... Normalement, ça devrait jouer pour vous parler pendant une vingtaine de minutes des aspects juridiques et contractuels de la cybersécurité et de la supply chain. Est-ce que tout le monde voit les bons vieux slides? C'est tout bon. Super. Alors, sans autre forme de procès, allons-y. Évidemment, la première question pour tout le monde, c'est pourquoi une conférence juridique? La question mérite d'être posée.
là, elle a été mise au début, c'est bien, comme ça je vais pouvoir chauffer la salle pour des discussions peut-être plus utiles et plus précises par la suite. Il reste qu'au niveau juridique, il y a quand même un sujet. Le sujet est d'ailleurs vraiment d'actualité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et spécialement dans le domaine informatique, on n'arrive plus à mettre sur le marché un seul produit ou un seul service sans recourir à des sous-traitants et à des fournisseurs. Donc, même si du côté de l'utilisateur final, du côté de celui qui achète un service, du côté de la société qui conclut un contrat, on a l'impression qu'il y a face à nous un seul interlocuteur et on va payer un prix pour le service ou pour le produit à cet interlocuteur unique. C'est avec cet interlocuteur unique que l'on va négocier un contrat. La réalité, c'est que dans le back-end, il y a énormément d'intervenants et que ces intervenants, on a très peu de visibilité sur eux, on n'a pas de contrat direct avec eux et on ne sait pas véritablement comment les gérer. Donc, il y a évidemment un risque. Le risque est au niveau juridique, augmenté du fait de la difficulté de pouvoir mettre la main, le cas échéant, sur ces fournisseurs, de pouvoir comprendre quel était leur degré d'implication, quelle était leur responsabilité, quels étaient leurs rôles lorsque ces fournisseurs sont à l'étranger. Et puis, non seulement il y a une problématique de Suisse étranger, au niveau juridique, évidemment, on a des lois différentes, on a une difficulté à faire reconnaître un certain nombre de jugements, à obtenir des mesures provisionnelles dès qu'on passe une frontière physique. Mais la difficulté est multipliée par le fait qu'on a aussi affaire à plusieurs niveaux successifs dans cette chaîne d'approvisionnement de fournisseurs. Donc, prestations différentes, pas de visibilité, et c'est non seulement un risque de devoir gérer avec un seul partenaire contractuel alors qu'il y a une multitude d'autres intervenants derrière, mais c'est un risque majeur. Si je prends ici une petite illustration qui se trouve dans un rapport américain, c'est assez simple. On a celui qui achète un service ou un produit, que ce soit une société ou que ce soit un individu, qui aura le fournisseur, le supplier, celui qui va lui vendre le produit, lui mettre à disposition le service. Mais ça peut être aussi un cloud qui va agréger des services, ça peut être une plateforme, ça peut être un system integrator qui va se positionner très proche du client pour aller permettre une compatibilité entre plusieurs plateformes, mais qui lui-même va s'appuyer sur un cloud provider derrière. Ou ça peut être un ICT supplier traditionnel qui peut-être va fournir une prestation typiquement de first level support, de soutien de niveau 1, en parallèle par rapport aux autres prestataires. Et plus on s'éloigne évidemment de l'utilisateur final, plus le risque est important. Là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Donc, face à ce risque important, ce risque majeur, ce risque multiple, eh bien, que fait le législateur ? Et comment le droit aborde ça? Eh bien, la solution toute trouvée, c'est de mettre en place des règles, une réglementation. Alors, la réglementation est délicate à plusieurs niveaux parce qu'on a affaire à plusieurs pays, plusieurs juridictions, plusieurs systèmes juridiques. Donc, il faut la mettre en place au niveau international pour que ça ait un sens. Ensuite, on est dans un mouvement qui n'est pas une mode. On le perçoit vraiment comme étant un mouvement de fond où on ne va pas chercher à régler la question de la problématique des fournisseurs uniquement par un biais ou une perspective spécifique qui pourrait être par exemple la cybersécurité. On va se dire, il y a de toute façon un certain nombre de risques à recourir à des fournisseurs et des sous-traitants. Et donc, la réglementation, le cadre réglementaire qui va être pensé va être un cadre réglementaire assez transversal qui va chercher à couvrir un petit peu les autres risques ou les risques généraux du fait de recourir à des fournisseurs dont certains sont à l'étranger. On ajoute à cette approche globale la vision de plus en plus responsabilité de l'entreprise, responsabilité sociale de l'entreprise, ESG, Green, Climate Change, etc. Ce qui fait que les réglementations qui s'appliquent aussi par ricochet sur les questions de cybersécurité sont avant tout des réglementations plus larges. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, elles ont été adoptées en décembre 2022, elles sont en vigueur depuis quelques jours.
une directive sur le devoir de vigilance des entreprises, une directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Rien de très spécifique, vous n'y verrez pas le mot cybersécurité, mais c'est quand même une obligation pour un certain type d'entreprise. En général, ce sont des grandes entreprises, on n'est pas encore au PME, de documenter leur chaîne de valeur, de comprendre quel est l'impact énergétique, environnemental par rapport à leur approvisionnement. Et puis, au niveau du conseil d'administration, de prévoir un programme de monitoring, de surveillance et à terme de rapprochement par rapport à des standards qui vont être établis. Donc, on a cette obligation de vigilance de façon générale par rapport à la chaîne d'approvisionnement, indépendamment de la question de la cybersécurité. En Suisse, on est aussi évidemment influencé par ces considérations ESG ou des considérations plus larges que la cybersécurité. Une initiative a été rejetée, je crois que c'était en 2020, sur les entreprises responsables. Un contre-projet a passé. Et on a pour l'instant des obligations qui sont assez limitées en Suisse parce que c'est uniquement sur des zones de conflit par rapport à des minerais ou c'est sur du travail pour des enfants. On n'a pas une application très générale. Mais c'est quand même une surveillance que l'on doit opérer par rapport à ces fournisseurs. Et on a un certain nombre d'initiatives en cours dans le domaine de la finance durable, du reporting non financier, mais sans qu'il y ait quelque chose qui soit aujourd'hui extrêmement précis et en vigueur. Donc, on a ce cadre général. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à l'aspect de la cybersécurité au domaine de l'informatique, alors on a aux États-Unis, pour des raisons géopolitiques aussi, une accélération des dispositions réglementaires qui sont pour l'instant plus sous la houlette des gouvernements et du pouvoir exécutif que du Parlement américain. Autrement dit, ça peut aller encore assez vite. Mais on a des standards. Donc là, j'ai chaque fois mis les hyperliens. Je pense que les slides seront mis à disposition des participants par la suite, donc vous pouvez aller dessus. Donc on est à 330 pages, évidemment, avec le NIST, Cyber Security, Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations. Vous allez vraiment dans le détail. Il y a une vision à l'américaine très, très technique et pragmatique, moins conceptuelle que la vision européenne. On a au niveau européen aussi des propositions de règlement sur la cyber-résilience, des directives sur le niveau minimum de sécurité, sur la résilience des entités critiques. Donc, on va au niveau de la sécurité, s'appuyer sur le cadre général de la réglementation existante de façon générale pour surveiller, notamment au niveau des standards ESG, sa chaîne d'approvisionnement. On va ajouter une couche spécifique par rapport à la cybersécurité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette couche spécifique, elle est applicable uniquement à des grandes entreprises parce qu'on veut éviter les coûts de compliance pour les petites entreprises. Et elle s'applique aussi à certains secteurs clés, critiques, gestion de l'énergie, approvisionnement en eau, etc., et pas forcément across the board pour toutes les entreprises. Mais on voit que déjà là, il y a un cadre réglementaire qui grandit, qui grossit, qui est existant. Certaines de ces dispositions sont en vigueur, d'autres vont entrer en vigueur dans les années à venir. Donc, on doit, au niveau juridique et au niveau du conseil d'administration, prendre la mesure du coût de conformité et chercher à anticiper ces questions-là. Au niveau suisse, on a, au niveau de la cybersécurité précisément, on a une proposition de modification de la loi fédérale sur la sécurité de l'information par rapport à certaines activités, certaines industries qui déclencheraient une obligation de notification, indépendamment des questions de la LPD, qui elle aussi oblige en cas d'un cyberincident impliquant des données personnelles à une notification. On aurait véritablement, grâce à cette modification de la loi fédérale sur la sécurité de l'information, une obligation de notifier tout cyberincident pour les hautes écoles, pour les administrations publiques, avec un certain nombre de cas. On a aussi une nouvelle directive FINMA, donc on est dans le domaine bancaire ici, 2023-1. L'année a bien commencé en termes réglementaires. Sur les risques et la résilience opérationnelle, où on a toute une politique de gestion des risques renforcée à mettre en place. Donc, it's there. Et de plus en plus, la réglementation va réduire la marge de manœuvre des acteurs suisses dans leur logique de gestion de leur chaîne d'approvisionnement. Indépendamment de cette réglementation, on a aussi évidemment du soft law. Le soft law, c'est donc, ce n'est pas des lois qui sont en vigueur, mais en fait, ce sont de facto des standards qui s'appliquent. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, vous n'allez pas violer la loi,
Mais si vous ne les respectez pas, vous allez être banni du village, considéré qu'un mauvais élève, discriminé par rapport à des appels d'offres, considéré comme n'étant pas fiable, etc. Donc, au niveau de la chaîne contractuelle, ce sont peut-être vos partenaires qui vont vous imposer de suivre un certain nombre de certifications ou de suivre ces meilleures pratiques indépendamment d'une obligation légale. Donc là, il existe de nombreuses certifications autour de la cybersécurité. Je ne vais même pas commencer à les mentionner. Je pourrais commencer à la lettre A et je finirai à la lettre Z et on n'aurait plus beaucoup de temps pour discuter du reste. On a aussi évidemment des réflexions autour de la durabilité, des principes ESG, valeurs de l'entreprise, qui sont un petit peu liés à cette notion de fournisseur. Pour la faire courte, historiquement, pour les sociétés anonymes, les sociétés commerciales, les sociétés à responsabilité limitée en droit suisse, au niveau juridique, la position était que le conseil d'administration n'était redevable que vis-à-vis des actionnaires. Donc, mon job en tant que membre du conseil d'administration ou mon job en tant que membre de la direction générale qui a comme supérieur le conseil d'administration, c'est de maximiser la valeur de l'entreprise pour les actionnaires. C'est cette vision de shareholder capitalism. Et dans cette partie-là, dans cette perspective-là, la seule perspective que je dois prendre, c'est de parler à mes actionnaires. Maintenant, on cherche à évoluer de cette vision-là, qui est une vision des années 80 et des années 90, et de plus en plus, on a des décisions de tribunaux, pas encore en Suisse, mais aux États-Unis, qui imposent au conseil d'administration de prendre en compte les intérêts de ce qu'on appelle les parties prenantes, et c'est stakeholders. Donc, on est dans du stakeholder capitalism, c'est-à-dire que je peux justifier vis-à-vis de mes actionnaires de ne pas avoir choisi la mesure qui est la plus rentable dans la perspective de la valeur des actions détenues par les propriétaires de l'entreprise, si je leur dis, je n'ai pas choisi cette voie-là parce que j'ai privilégié ou j'ai pris en compte d'autres parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, il y a en première ligne les employés, mais il y a aussi les fournisseurs. Et donc, si on accepte cette logique qui est plus philosophique et conceptuelle que vraiment intégrée aujourd'hui dans la loi suisse, eh bien, je dois prendre en compte aussi l'écosystème et, j'allais dire, le bien-être, mais les conditions que j'impose à mes fournisseurs, ma relation avec mes fournisseurs, dans mon mandat de membre de conseil d'administration qui doit agir dans le meilleur intérêt de la société suisse. Et là, on a un certain nombre d'autres certifications, comme des certifications B Corp. Nous, on a une étude d'avocat B Corp, c'est facile pour une étude d'avocat, vu l'aspect virtuel de nos services, d'être certifié de cette façon-là, c'est vrai, mais c'est quand même un vrai exercice où on prend en compte autre chose que simplement les propriétaires de l'entreprise. Il y a d'autres initiatives au niveau de Swiss Board Agenda 2030, des codes de conduite. On parle de green contracting, de just transition. On voit de plus en plus de clauses dans les contrats par rapport à des fournisseurs cloud qui imposent des métriques par rapport à la consommation d'énergie, un impact sur le climat, etc. Là, c'est un exemple typiquement d'une initiative Swiss Boards for Agenda 2030 où on voit qu'on prend en compte les fournisseurs. C'est la responsabilité du conseil d'administration de prendre en compte les intérêts des fournisseurs dans ces décisions. OK. Donc ça, c'est le cadre général. Réglementation de plus en plus stricte, pas harmonisée, et puis toute une ribambelle de meilleures pratiques, de soft law, où on sent qu'on ne peut plus simplement dire « ça n'est pas mon problème, je signe un contrat avec le fournisseur, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, moi ce qui m'intéresse, c'est de valoriser la valeur des actions pour mes actionnaires ». Alors, maintenant, au niveau concret, au niveau juridique, au niveau contractuel, quelles sont les questions juridiques et comment aborder une relation avec un fournisseur dans le domaine de la cybersécurité? J'en ai 3, j'en ai pas 15. Quelques recommandations très pratiques. D'abord, ça paraît basique, mais on ne se rend pas compte le nombre de fois où la question aurait dû être traitée de façon plus poussée. Il faut s'assurer entre les parties d'une compréhension commune du cadre réglementaire applicable, car ce cadre réglementaire n'est harmonisé ni au plan international ni en Suisse. Exemple, une partie va vous dire le RGPD s'applique, ou va concevoir son contrat et sa négociation contractuelle dans la logique que c'est le RGPD qui va s'appliquer. De l'autre côté, vous avez une société ou un fournisseur qui n'a aucune envie d'être compatible ou conforme avec le RGPD, qui n'a jamais entendu parler du RGPD, ça se fait rare, mais qui ne souhaite pas, pour ce mandat-là, se mettre à niveau.
Donc, on aura un mismatch parce que d'un côté, on aura la compréhension que les règles du RGPD doivent s'appliquer et si elles s'appliquent, pas besoin de les répercuter dans le contrat puisque de toute façon, c'est la loi applicable au contrat. Et de l'autre côté, on aura l'impression que si on ne m'a pas dit que le RGPD et des dispositions spécifiques du RGPD devaient être intégrées dans le contrat, ben moi, je ne vais pas les respecter. Donc, on doit s'asseoir et dire, voilà, dans notre flux de données et dans notre relation, nous allons appliquer les règles du RGPD, les règles de la loi suisse sur la protection des données. Ça paraît très basique parce que chacun est censé comprendre dans quelle réglementation il va entrer, mais ça n'est pas toujours vrai. En plus, c'est pas facile parce que est-ce que vous êtes un sous-traitant au sens de certaines directives de la FINMA? Est-ce que vous êtes un fournisseur ou un sous-traitant au sens des marchés publics? Certaines autorités adjudicataires sont en train de faire des distinctions subtiles entre fournisseurs d'un côté, sous-traitants de l'autre, par rapport aux prestations essentielles dans le cadre de l'offre. Puis vous avez la notion auxiliaire de droit civil qui est encore différente. Donc tout ça implique qu'il faut faire une analyse très précise du cadre réglementaire applicable. Une fois qu'on a décidé quelles étaient les règles du jeu du Monopoly ou du jeu d'échecs, on peut se dire, bon, on va commencer à négocier notre contrat. Mais au moins qu'on joue les deux avec les mêmes règles de poker, pas qu'il y ait des règles de poker qui soient différentes. Deuxième recommandation contractuelle précise, c'est cartographier les relations contractuelles, les interdépendances et les flux de données entre fournisseurs. Il faut identifier les gaps. Donc là, vous vous souvenez peut-être, ceux qui connaissent le secret de la licorne, hein, c'est au moment où les trois parchemins sont superposés, on a les coordonnées du trésor de Rackham le Rouge. Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est de dire, en fait, moi, je vais tout simplement prendre une feuille et puis je vais faire des flèches entre les différentes entités, les fournisseurs, etc., et les contrats qui sont passés. Et après, je vais prendre une deuxième feuille, puis je vais voir où sont les données personnelles et qui échange des données et qui donne accès à des données avec qui. Ensuite, je vais voir à qui je dois de l'argent et quel est le money flow. Et puis, on va superposer ces trois parchemins, on va se rendre compte qu'il y a des endroits où tout est couvert et d'autres où il y a des personnes qui disposent de données personnelles, mais sans qu'il y ait un quelconque contrat qui les lie, ou bien au contraire, qui s'arrogent un rôle de responsable des traitements, alors qu'en fait, ils agissent sur mandat d'une autre personne. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. Et puis, la troisième et dernière recommandation, c'est de décrire précisément dans les contrats les droits, obligations et responsabilités des parties. À nouveau, ça paraît très simple. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on finit avec un contrat en disant chaque partie respectera ses obligations dans le cadre du droit qui lui est applicable, en particulier en matière de protection des données. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait l'effort de se dire A agit en tant que responsable, B agit en tant que sous-traitant. Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire A a les obligations suivantes en tant que responsable du traitement, B a les obligations suivantes en tant que sous-traitant. Et puis, by the way, eh ben, le droit qui s'applique, c'est le droit suisse et on exclut le RGPD. Non, on va dire simplement, chaque partie est responsable de respecter les obligations qui les sont applicables. Donc, formellement, on a un accord des parties sur ce que chacune doit faire et les responsabilités, mais contractuellement, je vous assure que ça ne vous aide pas pour déterminer après qui avait tort et qui avait raison. On va aussi faire référence à des codes de conduite qu'en général, on ne joint pas au contrat. Donc, vous avez le contrat qui est âprement négocié par rapport à des obligations qui sont très spécifiques. Et puis, à un moment donné, vous avez une des parties qui dit « Ouais, mais moi, j'ai aussi un code de conduite qui va s'appliquer. » Sauf que le code de conduite, lui, il peut être modifié. Quand vous modifiez un contrat, vous avez besoin de la signature des deux parties. Le code de conduite, il est publié sur le site Internet, il peut être mis à jour. Et s'il est intégré dans le contrat, ça vous donne une modification unilatérale et valable du contrat. On a aussi des références très vagues. Hein. Le sous-traitant s'engage à respecter les soins ou le niveau de service usuel dans l'industrie. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas défini quels étaient ces soins usuels ou ce niveau de care qui était usuel. On se dit, mais c'est pas grave parce que s'il y a une quelconque violation, moi, en cas de violation contractuelle, ben, je sais ce que je dois faire. Je vais mettre fin au contrat. Alors ça, c'est la protection ultime, c'est mettre fin au contrat. En réalité, dans des situations où on ne parle pas de solutions off the shelf, où on peut mettre fin au contrat très rapidement, quand on parle de projets importants, la sanction qui est de mettre fin au contrat n'est presque jamais
utilisé par celui qui pourrait le faire. Donc, on est en train de négocier ce qu'on croit être un outil et une munition importante, qui est la menace de mettre fin au contrat en cas de violation, mais qu'on ne mettra jamais à exécution. Donc là aussi, il y a des problèmes, spécialement vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs. Et puis, responsabilité pour le dommage causé, ça ne veut plus rien dire du tout en droit suisse. Si vous vous arrêtez en disant chaque partie est responsable pour le dommage causé à l'autre partie, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire que les avocats vont se faire beaucoup d'argent dans le cadre du procès et que vous n'avez aucune certitude sur le résultat. Il faut préciser ce qu'on entend par dommage, il faut préciser la relation de causalité, il faut être beaucoup plus précis dans les clauses. Je parle beaucoup trop. Conclusion, cadre juridique de plus en plus complexe, du fait d'une réglementation plus stricte et d'une documentation contractuelle plus importante. Pensez à ces codes de conduite, pensez à ces contrats. Attention à l'absence de clarté sur les obligations souscrites en raison d'une formulation vague et des références multiples à des documents externes qui, eux, peuvent évoluer indépendamment du contrat qui a été signé. Et puis, je pense que ça, c'est un élément important dans l'appréciation des risques liés à la chaîne de valeur, une importance croissante d'un alignement entre les valeurs de l'entreprise, le choix des fournisseurs et le contenu des contrats. Parce que là, vous allez parler le même langage et vous allez vous rejoindre autour de valeurs et d'une culture de l'entreprise et vous allez pouvoir plus facilement vous entendre dans la négociation sur ce qui est important et ce qui l'est moins. Vous ne pouvez pas chercher à être certifié B Corp aujourd'hui en Suisse et puis aller simplement vous dire je prends le fournisseur le meilleur marché où qu'il soit, même s'il il va remplir les obligations contractuelles, il peut y avoir un problème et à terme un désalignement. Voilà, j'en ai terminé. Presque dans les temps, navré, j'ai dépassé un peu. Non, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Michel. On n'a pas eu de questions dans le cadre du chat, mais peut-être que ça viendra par la suite. Moi, j'en ai une quand même quand tu as parlé de cette différence entre le code de conduite et le contrat. Oui, Si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, ou alors j'ai rien compris du tout, mais je pourrais avoir un sous-traitant finalement avec qui j'ai un contrat et avoir défini un certain nombre de règles, complété par un code de conduite que lui pourrait unilatéralement décider de modifier. oui, alors la C'est- configuration usuelle, c'est plutôt l'acheteur de services suisse qui négocie avec un sous-traitant étranger et qui lui dit, cher sous-traitant, si tu veux travailler avec moi, tu dois t'engager à respecter mon code de conduite qui est disponible à l'adresse www.abb.ch /suppliers. Et si on met simplement ça dans le contrat, c'est-à-dire que le sous-traitant s'engage à respecter un code de conduite dont le contenu est en fait externe au contrat, rien n'empêche la société suisse, en l'occurrence ABB, de modifier son code de conduite pour ajouter des obligations supplémentaires par la suite. Ça n'est pas une violation du contrat. À ce moment-là, le fournisseur devrait dire, mais moi, je veux bien m'engager à respecter le code de conduite en vigueur aujourd'hui, au jour où je signe le contrat, parce que j'ai pu en prendre connaissance et j'ai compris quelles étaient mes obligations. Mais on va donc préciser dans sa version 1.13 build 312 du 24 janvier 2023. Même chose avec aussi les listes de prix et autres. Des fois, c'est vraiment renvoyer un document externe. Et si on n'a pas cette précision qui est de dire c'est ce document externe, on veut bien l'intégrer dans le contrat, mais il doit être fivé. Ou si on veut le modifier, c'est un change request, un change management process, et puis on doit se remettre d'accord sur le contenu. On prend le risque effectivement d'avoir des obligations qui évoluent sans que le contrat soit formellement touché. Ok, parfait, j'ai mieux compris. Je te remercie Ça beaucoup. s'appelle un backdoor juridique. On sait les faire aujourd'hui aussi, nous. Merci beaucoup, Michel. On te retrouve à la fin pour la table ronde et les questions. Et je t'invite à couper ta caméra et ton micro. Et je vais demander, s'il te plaît, à Henri de bien vouloir nous rejoindre avec son micro, sa caméra et de nous partager sa présentation. Alors, dans l'ordre micro, caméra et présentation. Présentation, une petite seconde, j'y viens. Tout de suite à vous. No stress. Voilà.
Voilà. Est-ce que tout le monde... Oui, on voit ta présentation. Je te remercie et je te passe la parole. Merci Henri. Super, merci beaucoup Rémi. Bonjour tout le monde déjà pour commencer. Donc je ne vais pas faire une présentation de moi-même puisque Rémi l'a déjà fait, merci. Donc, suite à la présentation de Michel Jacquard, qui était, on s'est plus ou moins accordé sur l'ordre hein, pour aller du plus stratosphérique au plus détaillé. Moi, je vais plutôt parler de comment on met en application euh, le fonctionnement précis d'une gestion des risques des tierces parties. Vous verrez pourquoi je l'appelle tierce partie. On a constaté à l'usage que, en fait, on était plus face à des tiers au sens général qu'à juste des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est une partie de ces tierces parties, c'est probablement même la grosse majorité, mais il y a également des tiers avec lesquels on va avoir des échanges, en particulier des échanges sur des systèmes d'information qui auront potentiellement des accès à nos systèmes d'information et qui ne sont pas nécessairement des tiers avec lesquels on aura une relation contractuelle. Donc, tout d'abord, vite un petit sommaire. D'abord, parler évidemment de qu'est-ce que c'est que ces VRM, au risque des tierces parties, Vendor Risk Management, ou TPRM, Third Party Risk Management, qui est peut-être une acception de la terminologie qui est plus large. Pourquoi gérer les risques de ces tierces parties? Quelles sont les bonnes pratiques? En particulier, comment est-ce qu'on les classifie? Et puis, je donnerai aussi quelques informations sur les questionnaires qu'on utilise parfois, les checklists qu'on peut utiliser, et les services managés, parce que maintenant, on peut transformer quelque part ce service en service managé et puis avoir recours à des sociétés qui sont capables de gérer les risques de ces tierces parties ou les vendor risks de manière sous forme d'un service, un service managé, donc un service qui est, comment on va dire, packagé, cadré. Et à la fin, je donnerai quelques mots, je ferai ma petite minute de publicité pour parler de notre solution, qui est justement un service managé supplier, Supplier Shield. Hein. Je vous rassure, il n'y aura pas plus qu'une petite minute. C'est juste pour illustrer mon propos à la fin de la présentation. Alors, tout d'abord, les tierces parties. Donc, une tierce partie, c'est essentiellement toute entité avec laquelle vous faites des affaires et qui n'est pas vous et votre client. C'est pour ça qu'elle est tierce, a priori. On parlera également de quatrième partie. C'est mieux en anglais qu'en français, mais les quatrièmes parties, c'est les tierces parties des tierces parties, si je peux les présenter de cette manière. Donc, on a a priori des échanges avec, ça peut être avec les autorités dans certains pays, ça peut être avec des distributeurs ou au contraire des fournisseurs, donc ça peut être upstream, downstream, donc en amont ou en aval de notre société. Donc c'est d'une manière générale toutes les entités avec lesquelles on peut être en relation dans le cadre et puis avec lesquelles on va échanger des informations, pour la plus forte raison, dans le cadre d'une relation contractuelle qu'on peut avoir avec nos clients. Donc, pourquoi il y a des risques? A priori, vous avez un risque, vous utilisez des prestataires de services, hein, c'est ce que j'illustre avec le petit bonhomme, contre de l'argent, ils vous fournissent du service. A priori, c'est ce canal-là qui peut être utilisé par un hacker, par exemple, pour fournir une attaque. Pourquoi? Parce que quelque part, vous avez des avantages stratégiques, économiques, d'expertise qui sont
qui sont achetés à ces prestataires de services. Donc, si vous avez ce type d'avantage avec un prestataire de service, on peut espérer que vous avez une relation de confiance avec ce prestataire de service. Et c'est en fait cette relation de confiance qui est exploitée par ce tiers, par cet attaquant. Et cet attaquant va potentiellement vous ramener un certain nombre de risques qui sont les risques usuels qu'on pourrait avoir, si ce n'est que c'est passé à travers un prestataire de service. Un risque financier, réputationnel, opérationnel, beaucoup de risques réputationnels. Je cacherai rien, je vous cacherai rien, parce que c'est finalement assez notoire, hein, c'est même des données publiques, que l'année passée, une bonne majorité, je crois que c'était autour des 65% des attaques, ont été des attaques qui ont eu lieu de manière justement latérale. Alors comment ça se présente? Essentiellement, la tierce partie est utilisée comme tremplin via ce qu'on appelle une extension, un déplacement latéral. Et c'est un partenaire de confiance, mais malheureusement, notre périmètre de surveillance usuel, donc la sphère d'intérêt de notre analyse des risques, ne va pas jusqu'à ce partenaire de confiance. Du coup, c'est devenu une véritable discipline que de s'assurer de développer ce type d'analyse de risque au niveau des tierces parties. Et on parle d'un risque qui a lieu tout au long du cycle de vie de la donnée. Hein. Ce n'est pas juste pendant les échanges, c'est jusqu'à élimination de la donnée à proprement parler de l'ensemble de l'infrastructure du tiers une fois qu'il y a eu une terminaison de la relation avec ce tiers. Donc, les types de risques auxquels on a affaire, hein, donc évidemment des risques qui sont simplement de la non-conformité légale ou réglementaire, des fuites de données, avec des données qui, d'une manière ou d'une autre, vont finir par apparaître dans le dark web, des brèches standards de sécurité de l'information, donc avec des interruptions de service, avec ce qu'on peut trouver visuellement, et on a très souvent aussi du vol de propriété intellectuelle qui peut amener pour vous en tant qu'organisation une rupture de contrat, donc voire aller jusqu'au procès. Donc, dans le cadre de cette analyse de risque, il va falloir aussi adresser les tierces parties, voire les quatrièmes parties, se souvenant que l'attaquant va toujours viser le tiers parti de moindre résistance. Donc, on ne va pas s'attaquer, si vous avez Microsoft ou Oracle comme un de vos vendors, suppliers, évidemment, ils ne vont pas s'attaquer à eux, ils vont s'attaquer à une petite société qui commercialise un service très spécifique, très pointu, et qui n'a pas encore eu soit le temps, soit les moyens de se doter d'un système de protection, enfin de mesures de protection des données ou de sécurité de l'information. Et je répète, tout au long du cycle de vie de la donnée, en soulignant le fait qu'il faut s'interroger sur ce qui se passe avec les données une fois que la relation avec le tiers est terminée, rompue, soit parce qu'on change de tiers ou... Se souvenir aussi que quand je parle de partenaire de confiance, a priori, tout est une relation de confiance. Et puis, la présentation de Michel Jacquard, je pense que l'a particulièrement souligné. Tout est une question de confiance dans une relation contractuelle. Hein. C'est une relation où deux parties, quelque part, se serrent la main de manière formelle, avec... A priori, si on est rentré en affaires, on a un point d'entrée qui est considéré par
par la société qui fait appel à ce tiers comme un tiers au-dessus de tout soupçon. Et c'est cet élément qui va la plupart du temps être exploité par les attaquants. Alors, pourquoi ça devient un peu particulièrement, comment je vais dire, pas risqué, mais pourquoi ce risque prend de l'importance? C'est que déjà, il y a eu une grosse évolution de l'écosystème des sous-traitants ou des tierces parties en général. Déjà, la sous-traitance est descendue sur des fonctions qui étaient autrefois stratégiques et prises en charge par des employés en interne. On voit pas mal d'activités, en particulier pour des échanges qui sont faits sur le cloud. On voit particulièrement des activités de vente ou de marketing, voire de services après-vente qui sont soumis à des tiers. Donc, on a des tiers qui rentrent dans les activités parfois autrefois considérées comme tâches régaliennes des organisations. Ensuite, on a vraiment une multiplication des plateformes de collaboration avec beaucoup d'outils qui sont utilisés, avec certaines organisations qui parfois se retrouvent un beau jour avec plusieurs centaines, voire milliers de différentes solutions cloud qui sont utilisées par l'ensemble de leur personnel, qu'ils ont pu, avec une note de frais, prendre pour leur propre usage. Donc, s'il n'y a pas de politique qui a été convenue au départ, c'est la solution dans laquelle aujourd'hui se trouvent pas mal de grandes sociétés. En plus, il y a des taux de pénétration et de dépendance qui sont accrus. Donc, dépendance, on entend l'unicité de certains partenaires, certains sous-traitants qu'on n'arrive pas à remplacer parce qu'ils sont les seuls à fournir ce type de service. Et taux de pénétration, d'avoir certains de ces prestataires qui ont des accès qui sont devenus déjà indispensables et qui sont parfois même de l'ordre de l'administration système. Donc, il y a une évolution de la nature des tâches accomplies qui va vers le plus en plus critique. Tout ça combiné avec les autres ingrédients pour en faire de la nitroglycérine, c'est une tendance à l'externalisation vers le low cost et en plus vers le far shore. Donc avec des réglementations, des lois, des façons de procéder qui sont parfois radicalement différentes et que le droit applicable dans nos régions a du mal à réconcilier avec nos habitudes usuelles. En plus, c'est la dernière tendance qu'on a rencontrée, c'est une compartimentalisation des services. Donc, les services deviennent de plus en plus spécialisés et en coulisses, d'une manière qu'on ne mesure pas toujours de manière très claire, une consolidation. Donc, on finit par avoir quelques acteurs qui dominent spécifiquement l'ensemble de ces activités. Alors, pourquoi on va gérer les risques des tierces parties? Je n'ai pas besoin, après tout ce que j'ai dit, de le présenter encore, mais quels pourraient en être les bénéfices? Déjà, maîtriser les risques, pas seulement les risques présents, mais arriver à planifier les risques et avoir à gérer les risques futurs et en faire en sorte que ça nous prenne moins de temps, moins de ressources,
parce qu'à la fin, ça va rester une histoire de bande passante, comme je vous verrai dans les prochaines slides. Répartir les responsabilités entre la société, hein, donc entre nous en tant que société et les tierces parties, et arriver à faire comprendre que cette responsabilité est claire, comprise et surtout vérifier qu'elle soit appliquée. On réduit la qualité de service pour nous-mêmes, évidemment pour nos clients. On optimise les coûts parce que la prévention vaut mieux que la réparation, qui est à la fin le temps qui est pris pour régler les incidents va être particulièrement critique. L'efficience, on s'assure d'une efficience opérationnelle en gérant les risques et non seulement opérationnelle, mais financière, parce qu'à la fin, ça revient au même. Et on peut également s'assurer d'une réglementation qui soit conforme à ce que peut être demandé par certaines industries. Hein. Donc, j'ai mentionné là la nouvelle norme européenne NIS2. Dans le domaine de la santé, le I, il y a un O en trop, mais c'est le HIPAA, PCI DSS, le SOX pour toutes les organisations qui veulent travailler avec les États-Unis, notamment. Les bonnes pratiques maintenant pour gérer ces risques. Donc, si on doit mettre en place j'ai appelé ça les piliers de la gestion des risques des tiers, c'est déjà de faire un inventaire systématique. Un inventaire systématique, on entend déjà de savoir avec qui on travaille. Ça a l'air évident, mais c'est de loin pas adressé par toutes les structures. Hein. Je peux donner des exemples. J'ai une cohorte d'exemples à donner que je ne vais pas donner là parce que je devrais divulguer des noms de grandes structures, parfois même liées aux organisations d'État, qui ne savent pas avec qui ils travaillent, qui n'ont pas un inventaire clair des organisations, des tiers ou des suppliers avec lesquels elles sont en relation commerciale. Donc, parfois même certaines qui disposent de leurs données en Suisse ou à l'étranger. Par la suite, sur cet inventaire, disposer d'un registre des risques qui sont posés par ces tierces parties et puis de pouvoir également être en mesure de les segmenter par niveau de risque, donc d'avoir un niveau arriver à mettre quelque part l'ensemble de ces tierces parties dans des boîtes et de pouvoir avoir une réponse de réduction du risque spécifique à chacune d'entre elles. C'est ce que j'appelle le déploiement de plateaux. Hein. On aura des plateaux de sécurité par importance du prestataire pour notre organisation et par niveau de risque. Ensuite, rentrer dans un système d'homologation, si je peux l'appeler comme ça, une évaluation systématique de tout nouveau sous-traitant ou nouvelle tierce partie qui veut travailler ou avec laquelle on désire travailler et que ceci se fasse à l'aune, quelque part, des exigences de sécurité qu'on a définies. Donc, tout ce qui est considéré comme une exigence de sécurité pour nous doit être, quelque part, étendu à l'ensemble de ces sous-traitants. Une responsabilisation en interne par la désignation de un ou plusieurs porteurs de risque, parce que, idéalement, des porteurs de risque qui sont proches des utilisateurs hein, de ces services et non pas nécessairement liés toujours, par exemple, comme on le voit dans beaucoup d'organisations,
au département informatique, qui, le pauvre, n'a pas pu avoir son mot à dire au moment de la sélection de ces tiers. Former et sensibiliser l'ensemble des acteurs interagissant avec ces tierces parties, à former et sensibiliser aux risques et à ce qui peut survenir. Un audit interne annuel, audit interne, ou en fait, en l'occurrence, ça serait un audit en deuxième partie, comme on dit. Donc, un audit qui est effectué spécifiquement auprès de ces tiers qu'on considère comme étant critiques. Et idéalement, le faire par une entité indépendante. Et les deux derniers éléments, ce que j'aurais tendance à dire, évidemment, c'est un plan de réponse en cas d'une brèche de contrat, hein, parce qu'une brèche de contrat avec un prestataire de service, ça peut vous mettre dans l'embarras au sens de l'indisponibilité d'un service, notamment pour vos clients, mais aussi si on a une brèche de données. Donc, si une brèche de données survient, savoir que faire, spécifiquement que faire pour s'assurer d'être en accord avec la loi, en accord avec les réglementations applicables. Et last but not least, c'est ce que je suggère aussi, c'est des services managés. Donc, faire appel à des services managés au travers d'une société qui fournit ce type de service, qui vous permet une évolutivité ou scalabilité du programme de gestion des risques des tierces parties, c'est-à-dire de pouvoir onboarder plus de prestataires de services tout en maintenant un niveau stable et équivalent de la sécurité de l'information. Il y a aussi un des éléments qu'il va falloir intégrer, c'est peut-être modifier la répartition des efforts qu'on fournit sur Pardon? Il reste 5 minutes dans ton exposé, si tu arrives. Ça va être chaud, mais je vais faire en sorte. Fais au mieux. D'accord. Oui, donc, un nouveau cycle une nouvelle répartition de l'effort relatif fourni dans le cycle de vie lié à la surveillance de la performance et de la sécurité du tiers. Donc, pour la plupart du temps, tout l'effort du procurement ou tout l'effort de la sécurité est lié aux extrêmes, hein, ce que j'ai mis dans les couleurs bleu foncé ou bleu clair. Et l'effort relatif à la surveillance en continu, il est finalement relativement faible. Hein. Dans l'approche traditionnelle, il est limité quelque part à 15-20% maximum. Alors que cette évaluation des risques, la remédiation, la surveillance au continu et puis lever des menaces quand il y en a, doit se faire de manière prépondérante dans le cadre de ce cycle de vie. Bon, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas passer longtemps sur les fameux tiers, hein, donc ce qu'on appelle le vendor tiering, qui consiste en fonction du niveau de dépendance, hein, la manière dont on est enchaîné aux prestataires et au travers d'un certain nombre de questionnaires, arriver à pouvoir mettre ces prestataires dans des boîtes et pouvoir nous dire comment on va réagir, comment on va adresser quelque part chacun de ces risques, comment on va adresser la surveillance en continu avec chacun d'entre eux en fonction de ce niveau de prestation. C'est vrai que 20 minutes, c'est arriver à résumer ça en 20 minutes alors que je pourrais tenir 2 heures. C'est vrai que ça va être compliqué. Les questionnaires de sécurité, je vais peut-être juste adresser un mot sur les questionnaires de sécurité. Se rappeler que ces questionnaires de sécurité adressent ce qu'on adresserait usuellement pour nos propres sociétés. Donc,
les mesures de politique et de sécurité, donc ce qu'on ferait en termes d'audit pour soi-même, la sécurité physique, la sécurité des applications web, la sécurité des infrastructures, contrôle des accès, la continuité, la gestion des incidents, tous ces éléments qu'on adresse usuellement sur l'ensemble de nos propres sociétés, on le fait, on l'étend aux prestataires de services. Les sources de ces questionnaires, on a la norme 27001 qui en fournit un, qui est peut-être un peu détaillé. On a le CIS, on a le NIST aussi, les Special Publications du NIST qui vous fournissent ça. On a le VSA, les questionnaires du VSA. Le VSA est donc une association, une espèce d'alliance fondée, Vendor Security Alliance, fondée par un certain nombre de prestataires aux États-Unis, dans lequel on compte par exemple Airbnb, Atlassian, Dropbox, Uber, qui sont dans cette alliance et qui ont constitué des questionnaires types qui peuvent être partagés, hein, on peut trouver sur VSA, VSAQ, on peut les trouver ouverts sur Internet. Les Shared Assessment, qui sont aussi une autre association qui a mis en place un certain nombre de questionnaires qu'on peut récupérer. Il y a une version light, il y a une version plus complète que vous pouvez récupérer. Après, on peut aller dans les domaines qui sont plus spécialisés, donc PCI DSS, où on peut faire son propre questionnaire. Hein. Bonne pratique dans le cadre des questionnaires, c'est des questions claires. Si vous voulez une réponse claire avec des évidences, il faut des questions claires. Conserver ces questionnaires, idéalement les partager avec les prestataires de services pour être sûr que vous avez la même copie, qu'il y a quelque part une seule source de vérité. Favoriser les certifications, parce qu'une certification, ça vaut plein de questions, donc il n'y a pas besoin de se poser des questions. Puis aussi, prendre en compte les plans de remédiation. Si un prestataire de service montre qu'il a un plan de remédiation en cours, il faut considérer ça comme étant quelque part une dynamique, une preuve de dynamique, une évidence de la dynamique vers une meilleure sécurisation. Peu de questions, mais les bonnes questions, si je devrais soulever quelque chose. Et il me reste combien de temps, Rémi? Reste rien, mais vas-y, prends encore 2 minutes et puis on va pas te quitter. Bon, là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, l'idée, c'est d'avoir un score de sécurité, vérifier ce que le tiers effectue effectivement. Tout ça nous donne un score. Ce score, on est capable de le benchmarker. On peut le benchmarker par rapport à nous, on peut le benchmarker par rapport à d'autres prestataires de services. Ce qui est important de soutenir, c'est qu'on a en permanence ce qu'on appelle un attack surface monitoring de manière continue, qui ne limite pas quelque part à prendre la température de temps en temps au travers de questionnaires, mais de faire une mesure permanente de la surface d'attaque. Ouais, je vais rapidement parler des services managés, essayer pour avoir une gestion scalable et évolutive de la gestion des risques, c'est de partager les responsabilités avec le prestataire, donc benchmarker les suppliers entre eux déjà, d'utiliser ces prestataires de services comme une aide par rapport à nos propres services, parce que un des premiers soucis, c'est de vérifier que quelque part, la bande passante que nous pouvons mettre à disposition pour évaluer la sécurité et les risques des tierces parties est souvent considérée comme étant un obstacle. Remplacer Excel par une véritable plateforme, Excel n'est pas à considérer comme étant, c'est manuel,
Vous pouvez traiter une dizaine de prestataires de services avec des questionnaires Excel. À partir d'un certain moment, il faut rentrer dans une solution, une plateforme qui est plus efficace. Et puis s'assurer justement qu'on adresse toutes les vulnérabilités également sur le long terme. Alors, en 30 secondes, pas plus, quelques mots sur la plateforme. Vous montrer à quoi ressemble une plateforme. Ça, c'est celle que nous avons développée, la plateforme Supplier Shield, qui nous donne une vue des fournisseurs. Et comme vous pouvez voir, on a un arbre et qui nous permet d'avoir plusieurs niveaux. On est capable de rentrer autant de prestataires de niveau et de sous-niveaux, donc d'avoir des tierces parties, quatrième partie, cinquième partie, de pouvoir également faire un sorte de rating, une exposition qu'on peut avoir vis-à-vis de la sécurité via ou au travers de ces prestataires de services, et de montrer dans quelle mesure elles sont ratées comme étant bien protégées, donc nous aussi, ou alors au contraire déficientes, et imposer soit des contrôles compensatoires, soit de changer de prestataire de service, et finalement d'arriver à faire ces assessments avec un certain nombre de questions et de pouvoir à tout moment avoir une vue claire de où vous vous trouvez avec un prestataire donné. Voilà, j'ai dépassé, je suis désolé Rémi. Merci beaucoup. Si jamais toutes les informations sont fournies ici. Merci beaucoup, merci Henri. J'aurais 2 questions, j'en garde une pour la fin. Il n'y a toujours pas de questions dans le chat, hein. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je pourrai les reprendre à la fin. Moi, j'en ai une petite. Là, tu as montré ça tout à l'heure dans ta plateforme, et tu as parlé de ce score de sécurité. C'est une méthode de calcul que tu as développée toi, ou bien il existe quelque part? Non, il finalement... y a 50 méthodes qui existent et qui sont plus ou moins acceptées par tout le monde. On a, nous, mis en place une méthode. Il y en a d'autres. Il y a des sociétés qui ne font que ça, c'est-à-dire un security rating. Il y a... Aujourd'hui, c'est un domaine qui n'est pas encore tout à fait normé. Il commence à l'être, en particulier par les méthodes que notamment le NIST a fournies. Sinon, on n'a pas encore spécifiquement de méthode à proposer qui soit acceptée par tout le monde. Le VSA permet de le faire, hein, la Vendor Security Alliance. C'est de facto des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui ont commencé à être employées, mais c'est plutôt de facto que par imposition d'une certaine méthodologie. Ok. Je te remercie beaucoup, Henri. Je t'invite à couper ta caméra et ton micro, et je vais demander à l'inverse à notre ami Patrick Servet de bien vouloir se manifester, s'il est toujours parmi nous. Je suis là. Bonjour. Parfait. Merci Patrick, si tu peux partager ta présentation. Là, je vais essayer. C'est nickel, je te passe la parole. Super, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Patrick Servet. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation. Rémi l'a très bien fait au début. Et puis, il y a pas mal de contenu, donc on va essayer d'avancer assez rapidement. Parce que j'ai le même problème que la présentation d'avant. C'est des sujets tellement larges qu'on pourrait y passer une pleine journée, voire beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler, alors là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus technique que ce qu'on a discuté avant. C'est vraiment la sécurité des chaînes d'approvisionnement logiciel. Et le but, c'est vraiment de faire un tour d'horizon des menaces, des bonnes pratiques et des écueils à travers le prisme d'une entreprise qui développe du logiciel. Donc, si je commence, donc déjà un petit récapitulatif de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc déjà, je vais essayer d'introduire qu'est-ce qu'est la chaîne d'approvisionnement logiciel, qu'est-ce qu'est une attaque sur la chaîne d'approvisionnement logiciel.
pour ça, pour qu'on ait un vocabulaire commun. Donner quelques chiffres et explications en relation à ça, quelques exemples significatifs, parce que je pense que ça aide vraiment à comprendre les enjeux. Et ensuite, un petit tour d'horizon du modèle des menaces typiques qu'on a sur une chaîne d'approvisionnement logiciel et un peu sur mon retour d'expérience sur les bonnes pratiques et écueils que j'ai pu rencontrer dans mes diverses audits, on va dire, liés à tout ça. Donc, je vais commencer par donner des définitions. Alors, comme je dis là, c'est mes définitions, hein, elles seront probablement bien moins pertinentes que celles de ChatGPT, mais je vais quand même me lancer. C'est déjà des termes qui sont extrêmement génériques, donc je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes qui ont essayé de la formuler, mais dans le cadre de cette présentation, pour moi, la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est finalement tout ce qui touche à une application en jouant un rôle d'une manière ou d'une autre dans son développement, et donc ça, tout au long du cycle de vie de l'application, ce qu'on appelle souvent le Software Development Lifecycle en anglais. Donc je sais, excuse-moi, Patrick, on a souvent des coupures. Je ne sais pas si c'est que moi ou si, comme si tu avais un mauvais réseau ou si ça se bloque, ça se fige. Réessaye, okay. Mais on verra. Ouais. Je t'arrête si jamais. Désolé, Rami. Alors, j'essaie de continuer. Donc, oui, donc ça, c'est pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, finalement, maintenant, c'est quoi la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel? C'est vraiment donc tous les composants, les activités, les pratiques qui sont impliquées dans la création et le déploiement du logiciel. Donc, on a un peu discuté déjà avant, donc ça inclut vraiment tout le code first party, donc le code qui est développé par l'entité elle-même, mais aussi tout le code third party ou open source qui peut être intégré, les méthodes, l'infrastructure de build, de déploiement, les interfaces, les protocoles qui sont utilisés, mais aussi, du coup, toutes les pratiques des développeurs et les outils utilisés par les développeurs pour créer ce logiciel. Donc, maintenant, le terme générique attaque, donc qu'est-ce qu'est une attaque sur la supply chain? C'est vraiment, ça c'est assez spécifique, c'est les attaques qui couvrent les cas où un attaquant interfère ou détourne justement cette usine à software finalement pour réussir à compromettre finalement un utilisateur du produit en question, qui peut être 2 ou 3 maillons plus loin dans la chaîne. Hein. On verra que finalement, c'est souvent des chaînes très, très longues de responsabilité. Et par contre, elle a la spécificité de se produire quand du code malveillant est délibérément inséré dans un des composants de cette chaîne pour distribuer ce code au client final, finalement. Donc, le côté malveillant et délibéré, on peut discuter parce qu'il y a des cas où la supply chain peut être compromise de manière non intentionnelle par l'intégration de composants vulnérables, par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'attaque dans ce cas-là? C'est englobé dans la sécurité de la supply chain, mais ce n'est pas vraiment une attaque sur la software supply chain. Donc, un petit récap par rapport à ça, c'est que vraiment, donc du coup, les organisations, elles sont vraiment responsables de sécuriser toutes ces activités qui sont autour de la production et de la distribution de ces logiciels, mais aussi de fournir finalement la preuve de ces efforts aux consommateurs. Donc, on parle typiquement beaucoup de SBOM ces temps, pour ceux qui suivent. Donc, c'est Software Bill of Materials, c'est finalement d'être capable de dire, voilà, moi, mon logiciel, il a été construit à partir de tous ces aimants-là, et je vous le prouve en vous donnant la liste que vous pouvez vérifier. Mais aussi, finalement, étant donné que ces logiciels sont construits en grande partie à partir de code open source, et les derniers chiffres faisaient état finalement d'un pourcentage. Dans une application type, on a de l'ordre de 60% du code qui est du code open source, et avec je crois qu'en moyenne, plus de 250 dépendances open source à l'intérieur d'une application typique. Donc, ça peut être bien plus. Hein. Dans l'expérience Logitech que je connais, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, finalement, l'organisation est aussi en charge de demander la même chose à son sous-traitant ou à son provider, ou en tout cas de sélectionner des suppliers qui respectent cette règle-là, parce que finalement, on a une chaîne vertueuse à mettre en place pour que tout se passe bien.
Donc, un chiffre, je pense, qui justifie qu'aujourd'hui on en discute et qu'on réagisse, c'est que ça fait maintenant 3 années consécutives que le nombre d'attaques liées à la supply chain grandit d'une année sur l'autre de plus de 700%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre une dimension gigantesque et c'est probablement un des vecteurs d'attaque les plus utilisés aujourd'hui pour attaquer les entreprises. On va d'ailleurs expliquer, je vais essayer de tenter d'expliquer ça, le pourquoi un petit peu après. Donc, pourquoi elles sont si tendances, en fait, c'est que ces attaques-là, elles ont tendance à contourner complètement les défenses traditionnelles qui commencent à arriver à maturité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, où finalement, on avait une application qui était déployée en utilisation et on cherchait à trouver ces vulnérabilités intrinsèques. Donc c'est un peu l'image de l'iceberg qui est à droite. Donc on a finalement cette sécurité de l'application où on a extrêmement progressé ces dernières années à boucher tous les trous de sécurité qu'il pourrait y avoir. Mais en réalité, l'attaque surface est beaucoup plus grande que ça si on considère finalement tous les composants qui ont été utilisés pour fabriquer cette application. Et on se rend compte que finalement, cette partie-là, qui est la supply chain, la sécurité de la supply chain du logiciel, elle est finalement beaucoup plus grande. Et du coup, il y a beaucoup plus de chances pour un attaquant d'aller trouver une vulnérabilité là-dedans que dans le produit fini. Donc, c'est un peu l'exemple du château fort que j'ai mis en bas. C'est qu'une fois que le château il est construit, pour aller pénétrer les murs, c'est très, très compliqué. Si par contre, si un attaquant a réussi à faire qu'une porte dérobée a été mise en place lors de la construction du château, un mécanisme qui pourrait déverrouiller le pont-levis à distance, là, tout de suite, on se rend compte que le château qu'on pensait très, très fort peut s'écrouler totalement. Et donc, la plupart du temps, qu'est-ce qui aide ces attaquants à trouver des failles? C'est que justement, cette supply chain, elle est bâtie sur toute une chaîne de confiance qui peut être explicite ou implicite, on en discutera un peu plus tard, sur laquelle on s'appuie. Et du coup, en fait, souvent, elle exploite un trust implicite qu'on peut avoir dans un composant ou même dans des personnes, ce qui fait qu'elle est extrêmement difficile à garantir. Et un autre aspect qui rend l'attaque aussi souvent très intéressante, c'est qu'au lieu d'attaquer chaque entreprise qu'on cherche à attaquer de manière individuelle, en attaquant finalement un logiciel qui est utilisé par toutes ces entreprises, on attaque à un endroit et on a tout d'un coup des centaines de consommateurs ou d'entreprises ou d'organisations qui vont potentiellement tomber en même temps. Donc, pourquoi maintenant, ça c'est la vue de l'attaquant, pourquoi c'était séduisant, mais maintenant, pourquoi aujourd'hui on est si vulnérable, quand on voit les chiffres justement du nombre d'attaques qui fait que monter, c'est déjà qu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque de sensibilisation assez fort de ces menaces dans les équipes de développement et des entreprises. On a beaucoup travaillé sur la mise en place ce qu'on appelle maintenant Secure Software Development Lifecycle dans les entreprises. Donc, c'est souvent arrivé où on discutait de DevSecOps, où on intégrait la sécurité dans les équipes, dans les process de développement DevOps, etc. Mais souvent, ces menaces liées à la supply chain, elles sont encore bien souvent négligées dans ces documents-là. Donc, il y a aussi un deuxième problème, c'est qu'on se rend compte souvent qu'on doit faire face à une grosse réticence des développeurs, des fois quand on arrive avec certaines des mesures que je vais vous parler un peu plus tard, parce que typiquement, quand on va parler de restriction des droits d'accès, list privilege, basé sur les list privilege, etc., souvent, on a une première réaction des développeurs qui peuvent être très émotifs, c'est-à-dire, mais si tu fais ça, je ne peux plus travailler, ou tout va prendre 2 fois plus de temps. C'est vraiment des choses où je suis confronté tous les jours. Mais en réalité, c'est souvent parce que c'est mal mis en place, parce qu'il faut bien comprendre que ce genre de mesures, ça passe forcément par de l'automatisation et surtout beaucoup de ce qu'on appelle maintenant des requêtes self-service. C'est-à-dire que
Si c'est clair qu'on met en place des process où il y a des gros bottlenecks, où à chaque fois que j'ai besoin d'accès à quelque chose, j'attends 3 jours que quelqu'un l'aille accepter dans un process obscur, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros effort à la mise en place pour être sûr que ça fonctionne. Et après, maintenant, il y a un autre problème qui est de plus en plus, c'est qu'on se rend compte que finalement, l'infrastructure qui est utilisée pour construire ces applications est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de différents services. Il y a des services de build, il y a des services de signature, il y a des CI/CD serveurs, il y a des services de gestion de management de code. Et souvent, ces serveurs-là, ils sont administrés par des gens qui, avec un peu l'évolution du DevOps, peuvent même être le développeur lui-même, qui n'ont pas forcément les compétences pour gérer ces infrastructures, ni le temps pour le faire. Donc, ça peut poser des gros problèmes. Ensuite, il y a aussi un gros problème, c'est que ça a toujours été vrai, mais ça ne s'améliore pas, c'est les problèmes de shadow IT. Donc, on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne connaît pas. Donc, et quand on est un développeur, c'est souvent encore pire parce qu'on est tous un peu geeks et du coup, on a tendance à installer beaucoup de choses par soi-même sur son environnement de développement. Donc, ça peut devenir très compliqué à monitorer. Et ensuite, comme je disais aussi justement, c'est vraiment une chaîne de traçabilité qu'on doit garantir parce qu'en tant que producteur de software, on est nous-mêmes dépendants de composants ou de briques logicielles fournies par des tierces qui, eux aussi, doivent jouer le jeu si on veut être protégé. Parce que, comme le disait si bien mon prédécesseur, c'est que finalement, c'est toujours le maillon le plus faible qui va être attaqué. Donc, pour moi, il y a aussi un autre facteur d'amplification qu'on parle assez peu, mais qui, moi, je trouve très, très flagrant dans mon travail au jour le jour, c'est ce passage au DevOps qui a indéniablement apporté de nombreux avantages, et je pense qu'il y a eu des progrès conséquents qui ont été faits au niveau sécurité, mais elle s'est accompagnée aussi de beaucoup de nouveaux défis qui ont souvent été vraiment sous-estimés. C'est qu'en réalité, on parle de software supply chain, mais dans une entreprise, maintenant, il faut le mettre au pluriel, parce que quasiment chaque produit a sa software supply chain, parce qu'on a une explosion des outils, une explosion des technologies. La plupart de ces outils sont dans le cloud, donc ils sont exposés sur Internet, donc ça facilite terriblement la reconnaissance par les attaquants. Souvent, c'est des outils qui sont gérés par les propres équipes de développement qui sont sous pression et sous contrainte de délivrer. Donc souvent, c'est fait un peu dans rapidité, ce qui fait qu'on a souvent des gros problèmes de configuration de ces outils parce que finalement, ce n'est pas leur cœur de métier de gérer cette infrastructure-là. C'était des tâches qui étaient souvent réservées à des administrateurs IT par le passé, et que finalement, nos DevSecOps, nos ingénieurs qu'on a tendance à appeler full stack aujourd'hui, ils sont encore plus full stack que ce qu'on croit, parce que c'est-à-dire ils deviennent aussi administrateurs IT. Et donc, du coup, tous ces outils augmentent terriblement la surface d'attaque. Et j'essaye pas de dénigrer ça, je pense que c'est plutôt une évolution positive. Tous ces outils peuvent être sécurisés. Le problème, c'est qu'il faut il faut avoir les personnes qualifiées et il faut consacrer le temps nécessaire pour le faire. Donc maintenant, pour arriver dans le détail, à essayer d'expliquer vraiment la puissance et les risques de ces attaques sur la software supply chain, j'ai pris l'exemple, alors ce n'est pas très innovant, c'est un peu l'attaque qui a mis les attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, on en discutera un peu plus tard, c'est ce qui a fait réagir le NIST sur décret du président américain Biden. C'est vraiment l'attaque SolarWinds. Donc SolarWinds, ils ont un produit qui s'appelle Orion, qui est un logiciel de surveillance et de gestion des réseaux, donc qui fournissent à beaucoup d'entreprises, y compris des gouvernements, voire comme on verra qu'il y a le Pentagone et le State Department, le National Security Agency qui ont été touchés, mais aussi les gros players comme Microsoft, par exemple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est qu'Orion, il y a eu un premier, il y a eu toute une chaîne
d'événements qui se sont produits. Premier thème, c'est qu'il y a eu, il semblerait qu'à la base, c'est un stagiaire qui a exposé un mot de passe interne critique. L'histoire raconte que le password serait SolarWinds 1, 2, 3. Est-ce que c'est vrai ou pas? On espère que non, mais ce n'est pas impossible. Et à la suite de la récupération de ce password, des attaquants qu'on présume russes aujourd'hui ont réussi à pénétrer le système justement de toute l'infrastructure de build de SolarWinds en injectant, et ils ont réussi au final à injecter une DLL qui était réellement utilisée par le produit, qui en plus avait été réellement signée. Donc, donc en fait, dans la nouvelle version, ils ont intégré finalement un cheval de Troie dans la nouvelle version du logiciel, qui a du coup suivi tout son cycle de vie conventionnel. Donc, il a été buildé avec cette nouvelle DLL trojénisée. Les tests sont passés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une attaque très sophistiquée. Typiquement, le malware était dormant pendant plusieurs semaines, ce qui fait que typiquement, pendant toutes les phases de test, il ne se manifestait pas du tout, c'était volontaire. Ensuite, il a été réalisé. Il a aussi exploité quelque chose qui est de plus en plus vrai aujourd'hui, c'est que la plupart de ces outils sont mis à jour de manière automatique. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle version a été faite, pliée, mise sur les serveurs de mise à jour de SolarWinds. Tous les clients ont automatiquement appliqué cette update et on s'est retrouvé avec plus de 10 000 clients qui se sont retrouvés avec cette nouvelle version infectée avec ce cheval de Troie. Et ensuite, ce cheval de Troie a lui-même installé tout un autre tas de logiciels malveillants et ça a été la porte d'entrée pour une énorme attaque. Et il faut savoir que ça a touché des grosses entreprises comme Microsoft, Cisco, Intel, Deloitte, je ne vais pas tous les citer, mais quasiment toutes les branches du gouvernement américain, etc., etc. Donc, ça a fait un énorme bruit et on verra après qu'il y a eu beaucoup de réactions qui sont liées à ça. Donc, on se rend compte à quel point une petite erreur de base, donc un mauvais password, peut conduire à des choses assez dramatiques. Une autre attaque qui est assez intéressante à discuter parce que souvent, elle touche des choses qui sont complètement négligées quand on regarde les risques liés à la software supply chain, c'est l'attaque, ce qu'on appelle CodeCov. Donc, CodeCov, c'est quoi? C'est un logiciel qui sert à faire ce qu'on appelle la mesure du code coverage analysis. Donc, le but, c'est de fournir aux développeurs des métriques sur quelle est la couverture de tests qu'ils ont sur leur code. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement utilisés par les développeurs pour savoir si finalement ils ont bien designé leurs tests, etc. Sauf que typiquement, c'est des outils qui sont intégrés dans ce qu'on appelle CI/CD pipeline, donc Continuous Integration, Continuous Deployment Pipeline de déploiement. C'est-à-dire que quand un nouveau logiciel est buildé, il y a un script. Il y a un script qui est téléchargé depuis les serveurs de CodeCov qui va analyser le pourcentage de code qui a été testé et renvoyer cette information au serveur CodeCov. Donc, ce script, il est téléchargé. Donc, à chaque fois que l'application est buildée, il est téléchargé sur le serveur CodeCov, exécuté sur le serveur interne de l'entreprise qui fait le build, ou qui peut être dans le cloud, et ensuite, le résultat est envoyé sur les serveurs de CodeCov. Sauf qu'en fait, ils ont eu un problème de sécurité dans leur software supply chain qui fait qu'en fait, les attaquants ont réussi à mettre la main sur les comment on dit je vais dire en anglais, les credentials qui leur permettent, ils ont pu aller finalement changer ce script sur le serveur de téléchargement du script. Et en fait, ils ont changé le logiciel, ils ont rajouté quasiment une ligne dans le logiciel. Et cette ligne fait quoi? C'est qu'en fait, ils dumpent toutes les variables d'environnement du système de build et on voit ces informations sur un serveur qui n'est plus celui de CodeCov, mais qui est honné par l'attaquant. Ce qui fait qu'en réalité, ils ont réussi à récolter, grâce à ces moyens-là, toute une série de secrets de passwords et de credentials d'accès de ces entreprises. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, du coup,
ces credentials-là a permis de compromettre la software supply chain de ces entreprises-là. Donc finalement, c'est la compromission d'une software supply chain qui permet de compromettre d'autres software supply chain qui vont à leur tour permettre de compromettre la cible finale. Donc on se rend compte que ça peut être très pernicieux. Et ce genre de petits scripts qui sont téléchargés sur le serveur de signature, la plupart du temps, quasiment personne n'est au courant. C'est des initiatives qui sont faites par le développeur. Et on se rend compte que c'est extrêmement difficile à contrôler. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que certains ont déjà été nommés. Il y a, en réaction déjà au hack SolarWinds, il y a eu justement un executive order qui a été émis par le président Biden qui a demandé vraiment une réaction pour l'amélioration de la cybersécurité de la nation. Et le NIST, en réaction à ça, ça a été cité par M. Jacquard, le NIST a sorti plusieurs documents. Donc, le premier, c'était le Cyber Security Supply Chain Risk Management Practices for System and Organization. C'est un très, très bon document que je vous conseille de lire si vous avez le temps. Bon, c'est en anglais, mais qui contient beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que ça a été inclus aussi du coup maintenant dans le Secure Software Development Framework, donc le SSDF du NIST. Donc beaucoup de contrôle de sécurité pour le développement software. C'est un framework qui est fourni par le NIST, ont intégré les contrôles qui sont discutés dans le premier document. Il y a aussi d'autres initiatives comme SALSA, qui est un framework proposé par Google, qui vraiment couvre aussi justement tout ce modèle de menaces sur la software supply chain. Il y a bien sûr le WASP aussi qui propose quelque chose. Puis la Cloud Native. Ah, vous m'entendez? J'ai été déconnecté. Oui, on t'a perdu quelques minutes, tu en étais au WASP, et je pense qu'à partir de là, c'était figé. Ah, ok, alors, encore désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ouais, donc le OWASP, après il y a le framework Google et le framework de la Cloud Native Computing Foundation. Je pense que c'est vraiment quatre documents qui sont très, très intéressants à approfondir sur le sujet, si vous voulez, si vous en avez besoin. Mais aujourd'hui, moi, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là, clairement, on n'aura pas le temps, mais c'est plutôt de faire un tour d'horizon du modèle de menace pour essayer de bien comprendre l'ampleur et quelles sont les pratiques à mettre en œuvre et les écueils que je rencontre. Alors, ça va devenir un peu plus technique. Excuse-moi, Patrick, mais ta caméra elle est figée, puis je pense que ton document, ton PowerPoint, n'est pas passé à la slide suivante non plus. L'image semble être figée. Ça bouge pas là? On t'entend, mais c'est tout ce que. Il n'y a rien qui bouge. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Peut-être arrêter le partage puis le refaire. Ouais, je vais essayer. Donc, Ah ben voilà, on te revoit maintenant de nouveau en vidéo. Ah, c'est déjà. Bon, c'est pas le plus important. Repartage peut-être ton document et ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez à nouveau le document? On voit, voilà, essaye de bouger. Alors, attends. Là. C'est parfait. Merci. Donc, là, pour finir, justement, le but, c'est de faire un petit tour d'horizon du modèle de menace parce que en sécurité, on aime bien, pour savoir se protéger, on aime bien comprendre de quoi. Donc, l'idée, c'est d'expliquer en fait qu'on a besoin, pour se prémunir de ce genre d'attaque, on a finalement besoin d'avoir une nouvelle perspective de ce qu'on appelle le pipeline de développement ou du cycle de vie de développement logiciel. Ça fait plusieurs années qu'on a tendance à voir ce genre de schéma que je vous montre aujourd'hui, où on voit des développements DevOps et puis où on discutait de tous les contrôles de sécurité qu'on devait intégrer à l'intérieur de ces activités-là pour faire ce qu'on appelle un peu du DevSecOps aujourd'hui, où on voit qu'il y a beaucoup de security control à intégrer dans chaque étape du cycle de vie du logiciel.
On voyait déjà des choses apparaître qui étaient liées à ça. Donc, on voyait que typiquement, on disait, il faut faire du code review, du peer review. On parlait déjà de software composition analysis. Donc, on verra que c'est des tools qui essayent de détecter de manière automatique l'ensemble des dépendances, y compris les dépendances transitives, donc les dépendances des dépendances qui ont eux-mêmes des dépendances, etc. Donc, c'était déjà un bon début, mais on se rend compte qu'on loupe encore beaucoup de choses, qui est finalement la sécurité de l'usine à faire le software elle-même. Donc, pour ça, ce qu'on aime bien faire en sécurité, c'est ce qu'on appelle un threat model. Et on a vraiment besoin finalement de modéliser cette usine à software pour comprendre quels sont les points sur lesquels on peut se faire attaquer. Donc là, typiquement, c'est un modèle extrêmement simplifié que je vous montre. Il est tiré du fameux framework Google SALSA, SLSA, mais ça se prononce SALSA, qui essaye de modéliser justement cette chose-là de manière simple pour essayer de comprendre quels sont les points d'attaque. Donc clairement, il est beaucoup plus simple que votre pipeline pour ceux qui font du développement logiciel. En plus, ce pipeline-là est forcément très différent de si on développe des applications mobiles, des applications desktop, des applications web, etc. Donc, ça peut être du service aussi. Dans ce cas-là, quand on est dans la phase d'utilisation, il y a aussi la sécurité runtime de l'environnement cloud, par exemple. Donc, je vous encourage vraiment si vous voulez attaquer ce problème de front, à réellement faire le modèle de votre pipeline, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de choses qu'on sous-estime ou qu'on n'a jamais identifié. Et c'est vraiment le point de départ pour se prémunir de ce genre d'attaque. Mais là, avec un modèle très simple déjà, on peut commencer à mettre ce qu'on appelle donc, les threads sur le modèle. Donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs points critiques et plusieurs endroits critiques dans la chaîne, dans le cycle de vie du logiciel où on peut se faire compromettre. Donc, il y a déjà la partie du développeur qui va soumettre du code. Donc, clairement, si l'attaquant est capable d'aller soumettre son propre code dans l'application, on se rend bien compte que ça va poser un problème assez fort. C'est-à-dire si je peux aller injecter ma backdoor à l'intérieur du logiciel directement au niveau du source code, ça va être problématique. Ensuite, ça peut être de compromettre l'infrastructure qui gère le source code. Donc, souvent, aujourd'hui, on parle de Git, on parle de Bitbucket ou tous les services que vous pourriez utiliser pour faire ça. Ensuite, on pourrait attaquer, bien sûr, donc une fois que le code est en gestion de conf dans un de ces outils, à un moment donné, il va être buildé par un pipeline d'intégration, voire de continuous integration, voire de continuous development. Donc, pareil, si ce build pipeline, au lieu d'aller… 5 minutes, cher ami. Ouais. Je vais accélérer. Donc, si ce build pipeline, il ne va pas chercher le code qu'on a développé nous, mais il va chercher le code de quelqu'un d'autre, on se rend compte qu'on a aussi un problème. Pareil pour l'infrastructure de build, et on peut suivre toute cette chaîne-là. Et c'est intéressant, c'est que là, on commence déjà à mettre le doigt sur tous les points qui sont problématiques. Donc, il y a aussi des choses qui sont en train d'apparaître, qui ne sont pas encore couvertes par SALSA. Typiquement, aujourd'hui, on peut compromettre aussi directement l'environnement du développeur. Aujourd'hui, il y a des nouvelles attaques qui sont très récentes aujourd'hui, où typiquement, on attaque directement dans l'IDE du développeur, donc l'environnement de développement où il écrit son code. On se rend compte des logiciels comme VS Code aujourd'hui comprennent des tas d'extensions. Donc aujourd'hui, maintenant, les attaquants commencent à se dire, tiens, si j'arrive à compromettre une extension qui est finalement un plugin que j'installe sur mon éditeur de texte quand je suis développeur et compromise, et finalement, je récupère tout ce que je peux commencer à intercepter tout ce que le développeur fait. Donc ça, c'est vrai. Et ça devient très problématique parce que souvent, l'entreprise n'a aucun contrôle sur les plugins qui sont réellement installés par le développeur à l'intérieur de son IDE. Et aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup, bien sûr, quand on parle de services, typiquement, il y a aussi toutes les compromissions sur l'environnement d'exécution. On se rend compte que l'application qui tourne dans le cloud, finalement, tout ce qu'on appelle le data plane, donc vraiment tout ce qui est communication, pour communiquer avec l'application, est souvent bien sécurisé. Par contre, tout ce qui est control plane, donc finalement, c'est tout
c'est tous les interfaces qui sont utilisées pour déployer, maintenir et opérer le système. Souvent, c'est là que les problèmes de sécurité apparaissent. Donc, là où on se rend compte que c'est encore beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit ici, c'est qu'on se rend bien compte que finalement, on voit ici qu'à un moment dans le build, quand on construit un logiciel, il est fait à partir de notre source code, mais il est aussi fait à partir d'un tas de dépendances qui peuvent être des dépendances first party, donc développées par nous, des dépendances third party, donc fournies par quelqu'un d'autre, voire open source. Donc finalement, chaque fois qu'on injecte quelque chose qui vient de cette dépendance, il faut se rendre compte qu'en réalité, cette dépendance sort d'un même système. Donc en réalité, si on veut s'assurer de la sécurité du système à la fin, c'est toute la chaîne de traçabilité qu'on doit avoir. C'est pour ça que je vous parlais de cercle vertueux. Finalement, nous fournissent des dépendances de qualité. Donc, typiquement, aujourd'hui, là, je vais passer très rapidement dessus parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais on se rend compte que c'est très important de mettre mettre des contrôles de sécurité en face de toutes ces menaces. Donc, typiquement, quand on va soumettre du code aujourd'hui, ce qu'on appelle les principes du FORHI, c'est-à-dire qu'il faut toujours la validation d'au moins 2 personnes pour pouvoir soumettre du code qui va être ensuite du code de production, en tout cas. Donc, ça peut être forcé à travers, pour les gens qui développent, donc à travers ce qu'on appelle des pull requests ou des merge requests, dépendant des outils qu'on utilise, des branches protégées, ce qui fait qu'un développeur seul ne pourra jamais aller écrire du code directement. Il va falloir, souvent c'est ce qu'on appelle un pair, donc ça peut être juste un autre développeur, mais ça permet déjà un gros élagage des problèmes de sécurité. Et ça va s'appliquer à tous les niveaux. C'est vraiment l'enforcement d'une authentification forte. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là, on doit s'assurer, donc ce sont un peu ce qu'on appelle zero trust aujourd'hui, c'est que chaque personne, chaque développeur, chaque service s'identifie de manière forte, privilégier par exemple le SSO, parce que typiquement on a aussi des problèmes des fois où quand une personne quitte l'entreprise, les droits, ses accès n'ont pas été nettoyés, c'est souvent résolu par ce genre de choses, mettre en place de l'authentification multifacteur ou authentification forte, et surtout gérer des droits d'accès avec des permissions qui sont fines. Parce que typiquement, je vous parlais avant d'enforcement de FORHI, ce que moi, je rencontre extrêmement souvent, c'est que la configuration de base, elle est bonne, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, pour des questions de simplicité, chaque développeur est capable d'aller modifier cette configuration. Donc en réalité, pour un attaquant, ce n'est plus un problème, parce qu'il suffit qu'il récupère un mot de passe d'un développeur pour aller finalement changer toute la configuration de sécurité qui pourrait lui poser un problème et attaquer le système recherché. Donc, et ça s'applique donc à toutes les flèches que je vous ai montrées ici. Je ne vais pas passer à travers tout, mais juste un autre exemple, c'est que typiquement un des gros problèmes que moi je vois aujourd'hui, c'est justement la maintenance, de ces services, parce que souvent, comme je disais avant, elles sont mises en place par les développeurs eux-mêmes dans les modèles DevOps, ce qui fait qu'elles sont sécurisées au moment du déploiement, mais typiquement, ils ne sont jamais patchés, ils sont exposés à Internet, parce que souvent on déploie dans des systèmes cloud, donc on n'a pas le choix de les exposer à Internet. Et souvent, ils ne sont jamais patchés. Les droits d'accès sont contraints au départ, mais au final, après 2 semaines, tous les employés sont administrateurs. Il n'y a jamais d'audit qui est fait sur ces droits d'accès. On a de plus en plus de gens qui accèdent, on n'enlève jamais des gens. Et donc, du coup, ça donne vraiment une porte d'entrée énorme aux attaquants. Il y a eu beaucoup de cas d'attaques sur la software supply chain où on avait carrément des serveurs de build qui se retrouvaient, des serveurs Jenkins par exemple, pour ceux qui connaissent, qui se retrouvaient complètement exposés sur Internet parce que le développeur qui avait déployé ça, il ne s'était pas rendu compte qu'en fait, il n'avait pas mis de contrôle d'accès et que n'importe qui pouvait finalement trigger le build d'une application. Donc, on peut suivre toute cette chaîne-là. Je vais passer assez vite parce que sinon je vais me faire engueuler par Rémi. Ça allait arriver. Je voulais arriver justement
les points clés que j'aimerais qu'on retienne de cette présentation, c'est vraiment que sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est vraiment une tâche complexe, très large, parce qu'on voit qu'il y a une grande chaîne de responsabilité, de traçabilité à mettre en place, et surtout que c'est quelque chose de continu, parce que déjà, ça change très vite. Les techniques utilisées par les attaquants sont de plus en plus smart, elles changent extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas un effort one-shot qu'on fait et qu'on oublie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement continu. Et que vraiment, du coup, tous les maillons de la chaîne et les infrastructures associées doivent être vraiment conçus, configurés et entretenus, je rajoute une fois, pour que ça fonctionne. Donc, typiquement, un des plus gros problèmes, le point de départ de tout ça, c'est déjà d'avoir documenté cette software supply chain. Dans 99% des cas où j'ai eu à intervenir, quand je pose la question à l'équipe, c'est quoi vous pouvez m'expliquer ce que c'est votre software supply chain? Je vois tous les ingénieurs qui commencent à se regarder entre eux, puis qui disent ah ben moi j'en connais un petit bout, hein, mais je ne connais pas tout. Donc le plus gros problème souvent il est là. Et donc, du coup, il y a vraiment à documenter cette software supply chain, identifier qui est honneur et administrateur de chacun de ces maillons-là, vraiment d'appliquer les principes du least privilege, de la segregation of duty et du zero trust au mieux. Et vraiment aussi, c'est vraiment de baser sur un système d'authentification fort avec un changement régulier des credentials, donc des informations d'identification. Parce que ça, c'est souvent un des problèmes, c'est que il suffit qu'une information d'identification est leakée il y a une année, elle n'a jamais été changée, et une année après, elle peut être exploitée pour accéder aux données. Donc, c'est vraiment vérifier, et finalement, quand on voit aussi sur toute cette chaîne de confiance, c'est vraiment toujours vérifier et identifier l'origine de tous les morceaux qui sont utilisés pour construire votre logiciel. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de frameworks qui sont mis en place. Donc, dans la plupart des cas, on est capable, par exemple, de vérifier l'authentification d'un package avant de l'utiliser. C'est malheureusement très peu utilisé encore par les chaînes de build. La plupart du temps, on dit je suis allé le chercher sur le site du fabricant, donc forcément, je le trust. C'est souvent pas suffisant du tout. Merci beaucoup, Patrick. Et puis, je vais demander à Henri et à Michel de bien vouloir se reconnecter. Merci. Il nous manque Henri. Tu peux peut-être arrêter ton partage, Patrick. Oui, excuse-moi. Merci, parfait. Merci beaucoup Voilà. à vous trois pour ces présentations. Bon, j'ai une question. Quand je vois déjà la complexité exprimée par Henri, notamment dans les questionnaires, ou l'étendue finalement des questionnaires qu'on doit traiter avec nos tierces parties, et quand on sait ce que c'est qu'une certification ISO 27000 pour une entreprise, donc l'appliquer quelque part à ses propres questionnaires, à ses propres fournisseurs, ça me paraissait déjà complexe. Mais alors quand je vois Patrick expliquer la profondeur dans laquelle vont les contrôles, ma question, elle va être assez cash, mais qui peut se payer un truc pareil, quoi? Parce que bon, moi, je suis éditeur de soft, c'est pas très cher chez nous, mais si je dois faire tout ça, j'entends, je ne sais pas qui peut se payer réellement des questionnements aussi en profondeur. J'entends jusqu'au 4e, 5e ou 32e partie, là. J'entends, ça devient extrêmement complexe. Rémi, c'est une question de, comment on va dire, de où tu mets le curseur du risque, quoi. Tu peux te considérer toi-même en étant dans une des sociétés qui est qui est visée, ou qui, comment on va dire ça, bien exposée, auquel cas le risque est élevé. Tu peux considérer aussi que les enjeux, à savoir la réputation de ta société, la réputation en général de la profession même aussi,
ou simplement les finances, c'est-à-dire ce que ça va te coûter d'avoir une attaque, peut justifier les investissements que tu devrais faire dans ce domaine. Après, c'est risque-bénéfice. Hein. C'est la seule manière que c'est la seule manière dont je peux répondre à ta préoccupation. Oh. Je sais pas si... Michel, peut-être. Ouais. Patrick, allez-y, Non, clôturerai la boucle. Rentrer dans quelque chose de plus technique, mais effectivement, pour moi, il y a aussi une grosse prise de conscience sur ces problématiques ces derniers temps, et je pense que c'est aussi à toute l'industrie de réagir. Je pense qu'une entreprise toute seule ne pourra pas régler le problème de tout le monde, hein, quand on voit toutes les chaînes de dépendance, 3e niveau, 4e, 5e niveau. Donc, je pense que c'est aussi tout ce cercle vertueux à mettre en place. Il faut aussi que qu'il y ait des règles qui se mettent en place, mais aussi que le client final accepte de le demander. Parce que comme tu dis, toi, Rémi, en tant que compagnie qui fabriquait du logiciel, si tu ne joues pas avec les mêmes règles avec tes compétiteurs, c'est-à-dire que si toi, tu veux faire ça, mais ton compétiteur ne veut pas le faire, tu ne pourras jamais t'aligner. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour que ça fasse partie du cahier des charges, et ça sur tous les niveaux. Et la législation doit évoluer en parallèle pour forcer tout le monde à le faire. Sinon, effectivement, ça crée aussi la concurrence déloyale. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'est qu'il y a pour certaines sociétés, des grosses sociétés, il n'y a pas de choix. D'accord, il faut le faire, et c'est répercuté sur le coût du produit ou du service. Le problème, c'est pour les sociétés qui ont le choix, où effectivement, ce qu'Henri dit, c'est une appréciation du coût et du bénéfice. La réalité, c'est que quand la société se fait racheter, la due diligence du côté de l'acheteur n'est pas aussi poussée. Et donc, on accepte quelque part encore dans le monde du M&A qui est un risque. Ce qu'on veut, c'est que les bases principales soient posées, qu'il y ait des méthodes qui soient en place, même si l'analyse n'a pas été poussée jusqu'au bout. Donc, le software, c'est quelque part assez facile, hein, parce qu'on fait de l'audit de code. Et puis, on arrive à remonter un petit peu, et puis on arrive à comprendre ce qui se fait. Enfin, on essaye. C'est plus difficile quand ce sont des services qui sont agrégés, des managed services, ou quand on a affaire à des serveurs cloud ou des solutions cloud. Là, franchement, du côté de l'acquéreur, il y a très peu de visibilité. Donc, un autre problème aussi, c'est que ça évolue vite. Donc, même si on arrive à mettre en place un plan, il faut le maintenir, hein. Donc, il y a le coût de mise en place, et il y a le coût de maintenance, avec des menaces qui évoluent, et puis avec une chaîne de fournisseurs qui peut changer aussi très rapidement. Mais pour certaines sociétés, il n'y a tout simplement pas le choix. À partir d'une certaine taille, il n'y a pas le choix. Ok, merci. Ou d'un domaine qui est particulièrement réglementé, dans lequel ceci est exigé. Par exemple, comme je disais, l'HIPAA, spécifiquement aux États-Unis, impose un contrôle spécifique de tous les prestataires de services, en particulier au niveau de la sécurité de l'information. Oui, ou dans l'industrie de la défense américaine. Ouais. Mais ils ont aussi les budgets pour le faire, en ce sens que c'est pricé quelque part dans le prix offert, enfin dans le prix proposé aux clients, hein. C'est un coût supplémentaire qui est pricé en général. Voilà, donc concrètement, donc, dès lors qu'on veut adresser ce problème, donc j'ai bien compris qu'on va finalement rédiger des questionnaires et les adresser finalement à ces sous-traitants. Ça se règle au travers des contrats et potentiellement de la doc qu'on va bien vouloir nous fournir. Mais finalement, ça commence là, puis ça s'arrête là un petit peu cette confiance. Ou est-ce qu'on va beaucoup plus loin dans le contrôle? Qu'est-ce qu'on peut exiger finalement de ces fournisseurs? Après, je vais laisser un peu mes collègues répondre, mais pour moi, c'est de nouveau une question de confiance. On part du principe que si
si le fournisseur, si le supplier est remplaçable, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut être dans la situation où on n'a malheureusement pas le choix, puis on doit travailler avec. Et dans ce cas-là, ben, on essaie d'insister un petit peu et puis on impose tout ce qu'on arrive à imposer jusqu'à un niveau d'acceptation du partenaire en face. Si le partenaire est remplaçable, ben, à partir du moment où on peut faire la sélection initiale, on peut en prendre un qui a mis en place ce qui était nécessaire. Hein. Ce que j'ai dit au départ dans ma présentation, c'est que la certification peut peut remplacer tous les questionnaires du monde. Ça élimine pas le risque d'un incident de sécurité à travers ce partenaire, mais ça met en place, ça diminue sa probabilité, on va dire. D'accord, merci. Vous voulez peut-être compléter quelque chose avant que je termine cette session? Bah, j'aimerais juste quand même dire que des fois, il vaut mieux pas poser la question parce que non, mais c'est de la gestion des risques. Donc, poser la question, ça veut dire, je me mets toujours dans une logique de rachat ou de questions posées hein, par des investisseurs ou par des acheteurs. Poser la question tout en imaginant qu'on n'aura pas les bonnes réponses, c'est problématique. Donc, il faut avoir plusieurs questionnaires à disposition, puis aller, j'allais dire, saupoudrer des questions, et puis voir jusqu'où on peut aller. Et l'alternative, c'est d'avoir un questionnaire dont on sait qu'il va être rempli sans beaucoup de sérieux. Donc, on se dit, c'est parfait, on est protégé parce qu'on a les réponses à nos questions. On peut mettre ça de côté, et c'est tout aussi dangereux parce qu'on a l'illusion d'une certaine sécurité, alors qu'on sait pertinemment que les réponses ont été apportées pour garder la relation business. Et ce n'est pas non plus l'objectif recherché. Donc, les questionnaires, il faut avoir plusieurs versions, plusieurs variantes, et puis petit à petit, ajouter, et puis voir à quel moment on peut encore avoir confiance dans les réponses. Ça sent bon le pragmatisme. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci en tout cas à vous trois pour ces présentations. C'était vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Merci 1000 fois. Et puis, je cède la parole à notre présidente qui devrait clore cette session. Peut-être juste encore une question. Vous êtes d'accord pour qu'on partage vos slides? Oui, oui, pas de problème. Parfait. Merci beaucoup, puisqu'on a eu cette demande. Très bien. Madame la présidente. Oui, merci infiniment. Moi, je trouve important qu'on puisse partager vos slides parce qu'ils démontrent comment le domaine s'est complexifié au terme des années. C'est vraiment devenu quelque chose de très complexe, aussi bien sur le plan légal que sur le plan pratique. Vous mettez en évidence la notion d'éthique, la notion de confiance, le fait qu'on doit continuer de pouvoir travailler dans cet environnement-là. Je n'ose pas imaginer, après vous avoir entendu, ceux qui vont être capables de comprendre tout ce qui peut devoir être mis en place avec le RGPD, la NLPD et j'en passe et des meilleurs d'ici l'automne 23. Je pense que ça va commencer à bouillir dans les marmites, mais enfin, écoutez, on se donnera les moyens de continuer d'expliquer. Je pense que le sujet méritera d'être repris. J'aimerais en tout cas vous remercier tous les trois d'avoir pris le temps de préparer les slides, de nous avoir accordé ces 2 heures d'audience. Les gens sont restés en ligne jusqu'au bout. J'aimerais en tout cas vous remercier. Je remercie encore Rémi pour sa modération. Et puis, j'informe déjà ceux qui sont encore en ligne que le prochain événement virtuel aura lieu le 7 février. Alors, au plaisir de se retrouver. Très bonne soirée à chacun et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.